Vous êtes-vous déjà demandé comment un attaquant pouvait outrepasser, bypass un WAF, donc WAF pour Web Application Firewall, et ainsi accéder à des informations censées être protégées? Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va voir une vulnérabilité qui permet de faire ça, le HTTP Request Smuggling. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une vulnérabilité peu connue, le request smuggling comme énoncé en intro ou contrebande HTTP en français. Alors derrière ce terme un petit peu barbare, il y a vraiment une vulnérabilité super intéressante et donc aujourd'hui je vais essayer de vous la vulgariser et de vous l'expliquer. Bien sûr, comme d'habitude, disclaimer, cette vidéo elle est à but éducatif dans le but de vulgariser une vulnérabilité web. Je pars du principe que vous êtes techniquement très à l'aise avec le protocole HTTP. Si jamais c'est pas le cas, ma dernière vidéo traite du protocole HTTP, donc je vous invite à la regarder. Mais avant de parler de la vulnérabilité en elle-même, on va revenir un petit peu en arrière sur l'historique de HTTP, comme ça vous permettra de comprendre l'origine de la vulnérabilité. Hop, retour en arrière avec la version HTTP en 0.9. Il faut savoir que sur cette version, si on voulait envoyer 3 requêtes à un serveur, il fallait ouvrir 3 connexions TCP/IP avec le serveur et à chaque fois lui demander la ressource ciblée. Donc c'était plutôt contraignant premièrement et c'était vraiment pas très optimisé et super gourmand niveau ressources. HTTP, il faut savoir que c'est un protocole assez simple, surtout en version 0.9 puisqu'on n'avait pas les headers / en tête. Retenez surtout l'utilisation de \r/n, donc c'est les caractères CRLF. Ce sont en fait des caractères qui marquent les fins de ligne. Peut-être que vous les avez déjà vus des fois dans Notepad, c'est affiché par défaut. C'est très important parce que pour l'agent HTTP, le CRLF, ça veut dire qu'en gros c'est la fin de la requête. Si on a une ligne vide avec juste un CRLF, ça veut dire que c'est la fin de la requête, donc c'est très important pour savoir où se termine une requête. Ensuite arrive la version HTTP 1.0. Si jamais vous avez déjà vu la vidéo sur HTTP, je me répète un petit peu, mais cette version elle est importante parce qu'elle apporte les headers, et les headers ça permet vraiment d'apporter beaucoup de nouveautés au protocole HTTP. On va surtout parler du header Content Length. Ce dernier, il correspond au nombre de caractères en ASCII 7, en démarrant par exemple chevron HTML et en incluant tous les caractères de fin de ligne, donc CRLF, ça fait le nombre d'octets que va faire la requête. Ça indique à l'agent HTTP où se termine et combien mesure en fait la requête qui va être reçue par le serveur. Donc c'est super intéressant puisque ça permet en fait de ne pas se baser seulement sur le CRLF de fin de ligne et d'avoir ici un header qui indique la taille de la requête. Retenez tout au long de la vidéo que la taille c'est hyper important, surtout en HTTP, parce que ça vous permettra vraiment de plus facilement comprendre le request smuggling. Ensuite arrive la version HTTP 1.1 qui ajoute 3 choses importantes pour comprendre le request smuggling. Premièrement, c'est le mode Keep Alive. Deuxièmement, c'est les request pipeline. Et troisièmement, c'est le header transfer encoding chunked. Donc premièrement, le Keep Alive, je l'ai expliqué rapidement sur ma vidéo sur le HTTP. On peut ajouter le header connexion Keep Alive. Ça va permettre en fait d'indiquer au serveur qu'il peut réaliser plusieurs requêtes et plusieurs réponses sur la même connexion TCP/IP. Donc c'est super intéressant pour optimiser en fait les ressources du serveur. Il faut savoir que c'est vraiment le mode par défaut de quasiment tous les serveurs. On peut aussi avoir le mode connexion close qui va indiquer, à l'inverse bien sûr du Keep Alive, que à la fin de la réponse, on va fermer la connexion TCP/IP, mais dans la majeure partie des cas, on aura toujours le header qui sera en Keep Alive. Ensuite, on a le pipelining. Le pipelining, encore une fois, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, mais je préfère le rappeler. Ce concept, il consiste à envoyer plusieurs requêtes avant d'avoir reçu les réponses. Et donc, ça permet vraiment d'optimiser encore une fois le temps de réponse requête. C'est-à-dire que la personne A, la personne B, la personne C peuvent tous les trois envoyer leur requête au serveur sans que la personne B ait à attendre la réponse A pour après envoyer sa requête. C'est beaucoup plus optimisé. Et enfin, ce qui est très important à retenir avec cette version 1.1, c'est l'arrivée d'un nouveau header qui va aussi définir la taille d'une requête, donc comme le header Content Length, ici c'est le Transfer Encoding Chunked, tandis que du coup Content Length annonce la taille complète finale du message que l'on va recevoir. Lui, le Transfer Chunked, donc le Transfer Encoding Chunked, il permet de transmettre un message par plusieurs petits paquets, donc paquet c'est chunk, chacun annonçant sa taille, avec du coup un dernier chunk qui est spécial, puisqu'il est vide et il va pouvoir permettre à l'agent HTTP de comprendre qu'il doit clôturer la requête, clôturer le message. Donc c'était plutôt long, mais maintenant vous avez toutes les clés en main pour comprendre le request smuggling. Alors on va rapidement récapituler quand même, parce que ça a quand même pas mal d'informations. Il faut savoir que donc, les requêtes réponses HTTP, c'est quoi? Ce sont des listes de chaînes de caractères séparées par des marqueurs de fin de ligne, donc Return Carriage, CRLF. L'agent HTTP qui lit doit savoir, obligatoirement bien sûr, où cette liste de chaînes
s'arrête afin de séparer en fait les différentes requêtes HTTP. Pour faire cela, l'agent il se base sur deux choses, sur deux headers différents. Premièrement, soit le header transfer encoding, soit le header content length. On a vu auparavant ces deux headers. Il faut aussi savoir que actuellement les applications web, elles fonctionnent souvent, dans la majeure partie des cas, avec un serveur front, donc frontal, et un back-end, donc un serveur derrière, un serveur dorsal. Souvent en front, on va avoir soit des load balancers, on peut avoir aussi des WAF, donc des Web Application Firewall, qui vont permettre de faire un peu de sécurité. On peut avoir beaucoup de choses. Et derrière, on a le back-end, où on aura vraiment l'accès au serveur web où l'application web est hébergée. Enfin, rappelez-vous, avec le Keep Alive et les pipelines, il est possible d'envoyer plusieurs requêtes sur la même connexion TCP/IP et d'envoyer plusieurs requêtes sans attendre le retour. Maintenant, on part du principe qu'on est dans une architecture avec un front-end, un serveur frontal, et un back-end, un serveur dorsal. Donc le front-end, il va transmettre des requêtes HTTP à un serveur back-end. Donc il envoie généralement plusieurs requêtes via la même connexion, comme on l'a vu avec le pipelining et avec le mode Keep Alive. Il faut donc que le front et le back se mettre d'accord sur les limites entre les requêtes. Sinon, en fait, un attaquant pourra envoyer une requête ambiguë qui est interprétée différemment par le back et par le front. Et bien en fait, le request smuggling, c'est exactement ça. C'est quand un attaquant va envoyer une requête au front, donc au front-end, qui contient deux requêtes HTTP en une. Alors comment c'est possible tout ça? Et bah peut-être que vous en doutez un petit peu parce qu'avec l'intro j'en ai beaucoup parlé, mais la plupart des vulnérabilités liées au request smuggling sont dues au fait que la spécification HTTP prévoit deux façons différentes de spécifier où se termine une requête, donc combien la requête va mesurer. On a, comme je vous l'ai dit, l'entête content length et l'entête transfer encoding. Et donc, étant donné que la spécification HTTP prévoit deux méthodes différentes pour spécifier la longueur de ces messages, il est possible dans une requête de mettre du coup ces deux headers différents pour indiquer qu'il va y avoir deux messages différents. Et donc c'est exactement ça le request smuggling. Vous l'avez donc compris, le request smuggling consiste à placer l'entête content length et l'entête transfer encoding dans une seule requête HTTP et à les manipuler de manière à ce que le front-end et le back-end traitent la requête différemment. Bon, maintenant, un petit exemple rapide pour que vous compreniez un peu mieux. Ici, on a encore une fois une architecture avec un serveur frontal, un front-end, qui lui utilise l'entête content length pour définir la taille d'une requête. On a aussi le back-end qui lui par contre utilise l'entête transfer encoding pour, encore une fois, définir la taille d'une requête. Donc ici, une requête post basique avec le header content length pour spécifier la taille de la requête, sans souci. Mais qu'est-ce qui se passe si on ajoute un deuxième header qui indique la taille? Donc ici, on va ajouter transfer encoding, utilisé pour spécifier que le corps du coup du message utilise un encodage par morceau, comme on l'a vu auparavant. Il faut aussi retenir que le message se termine par un bloc de taille 0. Je vous l'ai expliqué juste avant. Donc qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va envoyer cette requête au serveur front-end? Eh bien, le serveur front-end va traiter l'entête content length et va déterminer que le corps de la requête est long de 6 octets, jusqu'à la fin de Smuggled en fait. Cette demande, elle est donc transmise au back-end. Le back-end traite l'entête transfer encoding et considère donc le corps du message comme utilisant ce header. Il traite donc le premier morceau, qui est déclaré de longueur nulle, vous pouvez le voir à l'écran, et est donc considéré comme mettant fin à la demande à la requête HTTP. Les octets suivants, donc smuggled ici pour l'image, ne sont pas traités, et le serveur back-end va donc les considérer comme le début de la requête suivante. Donc, si on remplace smuggled par une requête HTTP complète, eh bien, elle sera traitée par le serveur back-end en bypassant, en outrepassant le serveur front-end, puisque eh bien, le serveur front-end ne l'aura pas vu passer. Imaginons ici qu'à la place de smuggled, on met un get/admin, on aura potentiellement un retour positif en deçant de la ressource /admin en bypassant le WAF ou le proxy qu'il y avait avant, potentiellement sans droit d'utilisateur, etc. Et c'est en ça que le request smuggling est très dangereux. Alors bien sûr, il existe plusieurs sortes de request smuggling en fonction du comportement des deux serveurs. Je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Retenez les principaux, le CLTE, donc Content Length pour le front-end et Transfer Encoding pour le back-end. TECL, l'inverse, Transfer Encoding pour le front-end et Content Length pour le back-end. Et on a le TETE, Transfer Encoding pour les deux serveurs, aussi bien back-end que front-end. Maintenant que le request smuggling est un peu plus clair pour vous, on va directement passer à un petit lab pour mieux comprendre. Hop, du coup, on se retrouve directement pour le lab, avec un lab en CLTE. On doit bypass du coup le front-end pour accéder au panel administrateur et supprimer l'utilisateur Carlos. Alors déjà, petite chose à noter, il faut forcément désactiver le protocole en version 2, parce que sinon c'est juste pas possible. Et bien penser à d'activer l'update automatique de la content length, du header content length, parce que c'est en jouant avec le content length, en fait, avec le nombre de bytes, je pense que vous l'avez compris, qu'on va pouvoir du coup bypass le front-end et envoyer notre requête au back-end pour qu'on ait la réponse tant attendue.
Alors ici, ce que j'aime bien faire dans un premier temps aussi pour tout ce qui est lab et CTF concernant justement le request smuggling, c'est de me poser plusieurs questions. J'ai écrit un petit blog post sur The Hacker Recipe et du coup un ensemble de questions à se poser pour quand on a potentiellement du request smuggling. Premièrement, est-ce qu'on a une architecture avec un front et un back comme je l'ai expliqué? Ensuite, est-ce que ça utilise du CLTE, TECL et TETE? Pour ça, on peut soit utiliser l'extension de Burp qui permet de scanner, mais il faut avoir collaborateur, c'est un peu galère, ou directement smuggler.py, ce que j'ai ici, ce qui va pouvoir permettre d'envoyer un ensemble de payloads pour voir justement s'il y a du CLTE, TECL qui est exploitable ou pas. On va le lancer pendant qu'on lit un petit peu l'article. Ensuite, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a déjà potentiellement identifié un payload qui fonctionne, c'est d'aller plus loin et de voir si c'est pas un faux positif. Pour ça, on peut utiliser du time delay. Donc c'est-à-dire qu'on va forcer le back-end à attendre une réponse pour avoir un haut temps de réponse sur la requête, enfin sur la réponse du coup. Par exemple, ici, on a du CLTE. On va du coup, bien sûr, mettre les deux headers pour la size et on va du coup forward 4 bytes au niveau du front-end. Sauf que sans le X, sauf que du coup le back-end lui avoir ce premier chunk, donc le chunk avec le X, mais il n'y a pas le chunk avec 0. 0 pour les chunks, c'est-à-dire que c'est la fin de la requête. Du coup, ça a causé un gros temps de réponse parce qu'en fait il va attendre un chunk, donc 0 qui signifie la fin de la requête, qui n'arrive jamais, donc on va pouvoir identifier comme ça du CLTE. Pareil avec les réponses différentielles, en essayant de trigger en fait une réponse comme du 404, ce qui voudra dire qu'on aura tapé le back-end. Bien sûr aussi, quelque chose dont je voulais parler, c'est que ce qui est compliqué, comme je dis, c'est de trouver le bon nombre, en fait, le bon chiffre, pour que notre payload soit envoyé au back-end. Pour ça, on peut utiliser le Turbo Intruder de Burp Suite, je pense que je vous le montrerai rapidement dans l'exemple, pour trouver du coup le bon nombre de bytes qui va pouvoir permettre de bypass et d'avoir ici par exemple un 200 pour accéder au sashadmin. Donc voilà pour la petite introduction du lab. On va retourner sur le tool, on a pu voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été trouvées, toujours du CLT, on peut le voir ici. Alors, on peut directement prendre les payloads qui ont été trouvés, moi j'aime pas trop, parce que souvent c'est des faux positifs, après ça permet quand même d'avoir un premier point d'approche, mais ce que je fais souvent c'est que moi je vais directement à la mano, on va aller sur Burp Suite. Donc ça c'est la request qu'on a de base sur le get slash. On va déjà passer en HTTP 1 et on va pouvoir passer en post parce que sinon c'est un peu compliqué. Et bien sûr penser à désactiver Update Content Length, ce qui donne une fois qu'on a fait ces modifications plus ajouter le header Content Length et le header Transfer Encoding, ce payload là, c'est-à-dire qu'ici on a les deux headers pour la taille, le chunk qui est donc égal à 0 puisque ici on est sur du CLTE. Donc forcément, on veut un chunk qui est à 0 pour que derrière, le back-end prenne en compte notre requête. Et on a du coup trouvé ce content length là avec Turbo Intruder, parce que si on le change en fait, si on désactive ça, il va ne pas être le même et on ne pourra pas bypass le front-end. Donc ici, si on envoie la request 2 fois, on va avoir normalement un 401 unauthorized si je n'ai pas de problème. Alors que tout à l'heure ça marchait très bien, c'est comme d'habitude la démo en live. Ah, quel plaisir. Bon, du coup, j'avais un petit problème, j'avais encore mon tool qui tournait dans le fond, donc forcément, ça crée une grosse latence et beaucoup de temps de réponse. Donc ici, je reprends, quand on clique sur Sense, on a du coup une réponse en 401, puisqu'on n'est pas autorisé à accéder à la ressource, ce qui veut dire qu'on a quand même réussi à taper le back-end, mais le problème ici, c'est qu'on n'a pas accès, puisqu'on n'est pas un utilisateur local. On peut lire ici que l'interface admin est seulement dispo pour les utilisateurs qui sont dans du réseau local, j'imagine. Moi, je suis parti du principe que c'était le cas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le host, localhost, pour du coup qu'on fasse comme si notre deuxième requête, en fait, donc la requête qui est smugglée, je sais pas si ça se dit smugglée, qui est envoyée au back-end, en tout cas, prenne du coup le header host qui indique qu'on est bien dans le réseau local. Si on fait ça 2 fois, on a du coup un retour qui est différent, ce qui veut dire qu'on a avancé, mais bon, c'est toujours pas ça, puisqu'on a une erreur qui dit que les headers dupliqués ne sont pas autorisés. Pourquoi on a cette erreur-là? Parce qu'en fait, on a la première request qui a donc un host avec du coup le nom de domaine qu'on utilise, et un deuxième qui utilise le localhost. Et donc forcément, même si on envoie 2 requêtes différentes, le front-end il comprend pas trop ce qu'il doit faire, et du coup il va nous renvoyer cette réponse-là. Donc comment on peut faire pour, encore une fois, bypass ça? Eh bien, on peut utiliser le paramètre X, enfin en tout cas on va ajouter un paramètre. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que maintenant, eh bien, le host, localhost, va être pris en compte dans la deuxième requête comme étant dans le corps du message, donc X equal host localhost,
ce qui va permettre en fait à notre requête de passer sur le back-end et du coup d'avoir accès à l'interface admin. Alors je sais que c'est un peu compliqué, j'ai pris en fait un lab qui est un peu compliqué en lui-même pour que vous puissiez comprendre l'impact de request smuggling. Et en tant que tel, en vrai, c'est quand même une vulnérabilité qui est quand même compliquée. Donc on va envoyer la requête 2 fois pour que les entêtes de la seconde requête soient ajoutées au corps de la requête qui est dissimulée. Donc encore une fois, host va être ajouté au corps d'ici. Et donc on peut voir qu'on a bien un 200 et on a bien accès au panel admin. Donc notre requête a été bien prise en compte par le back-end et on a eu un retour par rapport à ça. Et donc pour finir, pour solve le lab, on a juste à ajouter un admin, enfin faire un delete de username Carlos sans problème. Et on a juste à renvoyer cette requête normalement 2 fois, si je dis pas de bêtises. Et donc on a bien un retour en 302 sur le slash admin qui va du coup nous permettre bien, de solve le lab, on peut voir ici. Donc voilà, j'espère que le lab aura été relativement clair. Bien sûr, je vous ai enlevé toute la partie où je fais du turbo intruder sur le content length parce que c'est super chiant en fait. On laisse tourner le turbo intruder pour trouver le bon nombre de bytes en fait qui permet du coup de bypass le front-end. Et en plus de ça, on avait des sécurités qui étaient mises en place parce qu'on était obligé d'utiliser un paramètre dans le corps de la requête qui était smugglée. Dans tous les cas, on va repasser directement à la vidéo. Vous avez pu voir comment c'était puissant le request smuggling, mais quels sont les réels impacts si jamais vous trouvez ça en bug bounty ou sur une vulnérabilité au cours d'un pen test web? Eh bien premièrement, il est possible, je pense que vous l'avez compris, de contourner les contrôles de sécurité puisqu'on peut bypass un potentiel WAF, puisqu'on va bypass en fait le front-end qui est souvent un WAF. Donc on va pouvoir derrière effectuer des injections. Si on n'arrive pas à outrepasser un WAF avec nos payloads en SQL injection ou en XSS, on va pouvoir utiliser le request smuggling pour directement envoyer la requête au back-end sans que le front-end ne le voit, donc sans que le WAF ne le voit, et derrière avoir un retour directement du back-end, donc ça peut être très puissant. Ensuite, on a l'exposition et l'altération de données sensibles, puisque, encore une fois, si jamais on arrive à bypass le front-end qui potentiellement check si on a un cookie ou un token de connexion, et si le back-end, lui, ne check pas ça, on aura potentiellement, en bypassant le front-end, accès à des données sensibles comme, je sais pas, le panel administrateur, alors qu'on n'est même pas connecté ou qu'on n'a même pas les droits d'administration sur l'application web. Si derrière, on a des accès comme ça, on peut forcément faire des requêtes en post, en put, etc. Donc altérer des données sans problème. Bien sûr, logiquement, on a aussi de l'injection de commandes, exécution de commandes arbitraires, puisque, comme je vous l'ai dit auparavant, si on arrive potentiellement à bypass un WAF ou à avoir accès à des panels qui sont normalement cachés, qui sont accessibles que sur le back-end, c'est vrai que des fois, le front-end va vraiment servir de firewall, et certaines URL sont accessibles que si on est dans un certain réseau, mais si jamais on arrive à faire du request smuggling, on pourra potentiellement changer le header host, se faire passer pour quelqu'un qui est du réseau et accéder au back-end, et du coup potentiellement accéder à un endpoint qui a de l'exécution de commandes arbitraires sans problème. Et enfin, l'altération de la logique d'application, ça j'ai un peu exprimé auparavant, mais c'est vraiment la même chose que accéder au panel admin alors qu'on n'a pas les droits, puisqu'on arrive du coup directement à interroger le back-end plutôt que passer par le front-end qui potentiellement gère la connexion, les tokens, l'authentification, etc. Alors, je vous ai sûrement fait un petit peu peur avec le request smuggling, mais maintenant on va parler un petit peu des remédiations qui sont possibles pour cette vulnérabilité. Premièrement, il faut utiliser la version HTTP 2 de bout en bout et désactiver surtout le downgrade en HTTP 1 parce qu'on voit souvent des front-ends qui utilisent la version HTTP 2 et après qui vont downgrade vers le back-end en HTTP 1 parce que potentiellement le serveur en back-end ne supporte pas la version, il y a un framework derrière qui ne supporte pas le HTTP 2 puisque on passe quand même de données qui sont en texte en HTTP en 1.1 en HTTP 2 qui est du binaire. Si jamais vous arrivez à passer toute votre infrastructure en HTTP 2, c'est vraiment nickel. Ensuite, il faut arriver à faire de la sanitisation sur vos requêtes. Si jamais il y a 2 get dans une même requête HTTP, ça peut être un petit peu bizarre. Même si potentiellement le request smuggling va essayer de bypass un WAF, vous pouvez quand même regarder l'ensemble de la requête et faire en sorte de l'étudier, et même niveau back-end, de faire de la sanitisation pour vérifier qu'il n'y a pas des choses un petit peu bizarres. Il faut aussi faire en sorte que le serveur frontal normalise les demandes ambiguës et que le serveur final rejette celles qu'ils sont encore. Donc, en fermant la connexion TCP, il ne faut pas accepter des requêtes qui sont assez étranges et qui ne sont pas habituelles pour un serveur front et pour un serveur aussi back-end. Il faut aussi jamais supposer que les requêtes n'auront pas de corps. C'est le cas pour le CL0, c'est une vulnérabilité du request smuggling qui va consister à ne pas mettre de corps et vraiment faire en sorte de bien vérifier les requêtes HTTP pour ne pas se faire bypass son front-end. Il faut aussi faire en sorte d'abandonner la connexion par défaut si jamais des exceptions au niveau du serveur sont déclenchées lors du traitement des requêtes.
Ça c'est super important parce que c'est pas normal d'avoir des exceptions côté serveur. Faut vraiment directement mettre fin parce que souvent quand on essaye de faiser pour des vulnérabilités, on va essayer de déclencher des erreurs côté serveur, et lorsqu'on déclenche des erreurs côté serveur, ça veut dire qu'on a potentiellement touché à quelque chose qui est un peu sensible. Donc vraiment faire en sorte que dès que vous avez une erreur côté serveur, bam, vous coupez la connexion TCP/IP, il n'y a plus rien qui passe et c'est nickel. Donc voilà, globalement pour le request smuggling et pour comment y remédier, j'espère que la vidéo aura été assez claire et vous aura plu. C'est une vulnérabilité qui est quand même, je trouve, assez compliquée à expliquer parce qu'il faut être techniquement assez calé en HTTP et derrière comprendre tout le DRL avec le content length, le transfer encoding. J'essaie de faire en sorte de vraiment vulgariser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'autres choses sur le request smuggling. Mais si jamais vous voulez vous intéresser à tout ça, il y a des excellents labs de Portswinger et une excellente documentation pour vraiment mieux comprendre parce qu'il y a aussi du request smuggling en HTTP2 pour forcer le downgrade en HTTP1, ce genre de choses. J'ai parlé aussi du CL0 qui est super intéressant. Donc si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à faire un tour sur tout ça, c'est super cool. En tout cas sur ce, je vous remercie encore une fois de suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. C'était Franso, à la prochaine. Ciao ciao.